À la fin du XVIIIe siècle, la commune de Tresse a la chance d'être traversée par la route royale de Bordeaux à Branne, partant de la Bastide et empruntant l'actuelle rue de la Benoge. Dès cette époque, le chemin de Mélac, de la route royale au centre-bourg, s'impose comme un axe permettant à la commune de Tresse de rejoindre Bordeaux. La modernité de cette route est attestée par la manière dont elle tranche les propriétés existantes. En cette fin du XVIIIe siècle, tous les chemins majeurs de la commune de Tresse s'organisent à partir de la voie royale de Branne, ce qui explique que le nord de la commune apparaît sous-doté en chemin. À la route de Mélac s'ajoutent 3 autres axes, tandis que 2 autres conduisent vers Bouliac. La route royale de la Bastide à Branne nécessitait un entretien permanent. Comme pierre et gravier ne pouvaient pas être transportés sur de longues distances, on sollicite autoritairement les propriétaires riverains de cette route royale, comme les sieurs Gignoux et Depiau, pour fournir les entrepreneurs en charge des travaux sur cette voie principale. En 1811, un recensement des chemins vicinaux est réalisé. Jusqu'en 1850, les chemins ne sont pas numérotés mais repérés par des noms de lieux. Ainsi, le deuxième est dénommé de Casalis, nom de la maison au point de départ à Mélac jusqu'à Cameau. On trouve aussi 2 chemins qui portent le nom de Lapierre, nom de la maison au point de départ sur la route de Branne. Toujours en 1811, les chemins de deuxième classe maillent le territoire communal entre les chemins de première classe, notamment dans la moitié nord de la commune. Viennent ensuite les chemins vicinaux de troisième classe qui complètent le maillage communal. Relevons en particulier le chemin de Mélac à celui de Lapierre. Peu d'indications sur l'état des chemins en 1811, mais un arrêté du maire qui donne une idée des conditions difficiles de circulation dans le cas de la chaux. En bordure de la future route de Libourne, à partir des 4 pavillons, plusieurs propriétaires tressois sont expropriés. Le plan cadastral de 1824 est un document inestimable. Il fixe de manière précise l'emprise des chemins dans la commune de Tresse. Malheureusement, il ne hiérarchise pas et il englobe des chemins qu'on peut qualifier de privés. En 1829, un devis a été établi pour la construction d'un pont, probablement sur le Desclos, dans le domaine de l'Émite, aujourd'hui la Séguinie. Pour financer cette réalisation, la commune, qui n'a pas de ressources suffisantes, s'appuie sur la bonne volonté des propriétaires, qui couvrent la presque totalité du financement par des prestations de travail et des apports en argent. Un document un peu plus tardif fixe la valeur monétaire des prestations en nature. 1 franc pour une personne, 5 francs pour un homme avec une charrette. Les 2 plus gros souscripteurs sont la veuve Lémite, directement concernée, et le maire de Tresse,
Balguerie est née. Une nouvelle classification des chemins vicinaux a lieu en 1834. Elle est plus complète car elle fait un état des lieux, évalue le coût des travaux à réaliser. Ce document précède la loi en préparation sur la politique de l'État. En matière de classement, seul l'ordre change. Le chemin de la Bastide à Pompignac est toujours le numéro 1. Le chemin des bons enfants est celui de Casalis à Mélac jusqu'à Bel-Air en passant par Cameau, relie les deux routes royales. Arrêtons-nous sur le chemin numéro 5, dit de la Pierre, devenu chemin de randonnée. La photo aérienne de 1945 montre son ancien tracé à partir de la bifurcation entre la direction Jolibois et Pétrus. Admirons le double virage à angle droit imposé par l'ancien parcellaire et jamais corrigé. Cet ancien chemin de première classe relativement étroit serpente entre les arbres qui le bordent. Seuls les anciens fossés ne sont plus visibles. Depuis le chemin de Pétrus, le première classe numéro 5 rejoint le chemin de la Bastide à Pompignac en coupant l'actuel chemin de l'ancienne cure. Cette partie, dite de l'Aigue crue, a été cédée récemment au domaine de la Roche par échange contre des terrains pour l'extension du stade. On gagne désormais Carignan par le chemin de la Belle Étoile. Au total, la commune est desservie par 3 axes est-ouest, recoupés par 3 voies nord-sud. Toutefois, l'agent Voyer insiste seulement sur 2 d'entre eux. Les chemins de deuxième classe maillent le territoire communal. Certains ont un tracé transversal est-ouest. L'ancien chemin de Casalis à Pétrus quittait le chemin de Mélac en prenant l'actuel chemin de Péchon et en passant au nord de l'Émy après avoir franchi le Desclos. Le chemin passait à travers le domaine de Vido, puis au pied du moulin de Bibonne. De là, on gagnait l'Isène en contournant les habitations avant d'aboutir sur l'actuelle route de Pétrus. De là, il était possible de rejoindre le chemin des bons enfants. Autre voie très utilisée par les habitants, le chemin vicinal numéro 16, qui doublait le chemin de la Bastide à Pompignac à partir du centre-bourg. Il s'agit de l'actuel chemin de l'ancienne cure, dont on avait envisagé à un moment donné qu'il se substitue à l'avenue actuelle des Trois-Lieues. Ce chemin,
desservait les domaines de Palot et de La Roche. Dans son état actuel, ce chemin de randonnée nous rappelle que les chemins étaient très ombragés, plus ou moins étroits dans leur tracé. C'est dans la partie qui longe le domaine de La Roche que cette voie, qui occupe la partie sommitale du plateau, prend sa plus grande largeur et a conservé ses fossés. Autre chemin transversal qui a pu jouer un rôle plus important au XIXe siècle, le chemin de deuxième classe numéro 12, qui tout en suivant un tracé plus mouvementé, double le chemin de la Bastide à Pompignac en passant sur les hauteurs pour relier le numéro 2 de la première classe au numéro 1 de la même classe à Artigues. Ce chemin est bien conservé dans la traversée du village de Fabre, facilitant les constructions dans ce secteur dans les années récentes. Il disparaît ensuite dans les terres viticoles de Sauzetour, emprunte le parcours du chemin de randonnée passant par les forts. À l'époque de la cavalerie, il n'était pas rare de voir les militaires, en provenance d'Artigues, venir abreuver leurs chevaux au fort. Du Maine des Forts, le chemin continuait vers Artigues, coupant l'avenue actuelle de Sénaillac, avant de gagner, à travers les terres de ce domaine, la Mouline et Artigues. Le chemin vicinal numéro 32 de troisième classe, d'Arbelbide à Castagna, a un tracé très compliqué. Il permettait de relier le chemin de Mélac au chemin de la Pierre, en traversant les domaines de Lémy, la Séguinie actuelle, de Masson et de Lisaine. Partant du chemin de Mélac, il passait près de la ferme Arbelbide, franchissait le Desclos et coupait l'actuelle avenue du Desclos en passant entre les bâtiments de Lémy et de Masson. Moins de 100 mètres subsistent pour desservir quelques maisons. Ensuite, son empreinte disparaît dans la traversée du domaine de Lisaine. Le recensement de 1834 apporte un éclairage sur l'état des chemins. La qualification de bon a peu de choses à voir avec nos références actuelles. Il s'agit de tronçons, sauf le chemin de Mélac et celui des bons enfants. Les chemins viables sont nombreux près du centre-bourg. Les chemins considérés comme mauvais constituent des portions d'autant plus gênantes qu'elles sont sur des axes importants. Les chemins très mauvais se concentrent dans le secteur de Lémy et dans les traversées du domaine de Sénaillac. En ce qui concerne la seule voie allant vers le poteau d'Ivrac jusqu'à l'actuel château d'eau, l'agent voyer estimait à 1500 francs le montant des travaux. Mais la partie de chemin entre le moulin et la louve pendue nécessitait 2400 francs de travaux. Ce sont les chemins vicinaux de deuxième classe qui nécessitent le plus de financement. Au total, ce sont des dépenses faramineuses, près de 14 000 francs, pour un budget consacré au chemin de 191 francs. En dépit de l'intérêt de Napoléon pour le réseau routier, il faut attendre la loi de 1836 pour mettre en place une véritable organisation
des chemins vicinaux, avec la création des agents voyers, l'apparition des cantonniers, la mise en place d'une fiscalité orientée vers les chemins. L'effet est immédiat dans le budget communal, car on voit progresser la part consacrée aux chemins, qui peuvent représenter jusqu'à 60% des dépenses. En 1842, le conseil municipal se penche longuement sur la question de l'entretien des chemins pour déplorer la médiocre qualité des matériaux fournis par les carrières à proximité. Ce document fait apparaître que les carrières de Pompignac sont très sollicitées. On y apprend que commande a été passée de 800 mètres d'empierrement pour un montant de 600 francs payable en plusieurs annuités. Le transport de ces matériaux participe également à la dégradation des chemins. De grandes modifications sont apportées sur le chemin de Font-de-Rôde, actuelle avenue Sénaillac. Ce sont les deux grands propriétaires de cette partie de la commune, messieurs Mendel et Lafont, qui en sont à l'initiative, signe de leur intérêt pour des communications améliorées afin de développer l'activité de leur propriété. Ils avaient commencé par améliorer le tracé jusque à l'actuel château d'eau. Ils procèdent ensuite eux-mêmes, par échange de terrain et privatisation de certains chemins, au redressement du chemin de Font-de-Rôde dans sa partie sud, en direction du carrefour avec le chemin de la Bastide. Ces redressements étaient indispensables pour créer une voie moderne par son tracé rectiligne. Un peu plus tard, des travaux sont également réalisés de la route de Mélac à celle de Libourne. Le montant le plus élevé concerne la partie du chemin de Font-de-Rôde récemment rectifié en raison de la construction d'un ponceau. Une part des travaux, d'un montant de 800 francs, doit être financée par la commune. Pour y parvenir, celle-ci a obtenu une aide du préfet, peut injecter le produit de la vente d'un chemin vers Bouliac, mais doit trouver 300 francs. Cette somme fera l'objet d'un prêt de 3 grands propriétaires de Tresse. En 1848, tous les Tressois en droit de voter vont prendre le chemin de Font-de-Rôde pour se rendre au lieu de vote qui est à Carbon-Blanc, chef-lieu de canton. 2 heures de marche à l'aller, une charrette pour les plus âgés sur des chemins détrempés. Ainsi, le chemin de Font-de-Rôde, même amélioré, reste en terre et la boue est considérable. Heureusement, la route de Libourne et celle de Carbon-Blanc sont en bien meilleur état. Des travaux doivent également être entrepris sur le chemin de la Bastide à Pompignac. Au bas de la prairie de Mendel, il faut construire un aqueduc pour éviter que le chemin soit régulièrement trempé et dégradé. Cette fois encore, la commune ne dispose pas des ressources financières nécessaires. Pour y faire face, elle décide une fois de plus à emprunter auprès de 5 propriétaires. Le département, de son côté, détermine les chemins qui ont une vocation pluricommunale. C'est ainsi qu'il propose d'ajouter une branche sur l'axe La Bastide-Saint-Germain-du-Puch, à partir du franchissement de la Laurence, en bas de Pompignac. Une voie par Sallebeuf et l'autre par Roupic. Le montant des travaux est colossal, autour de 70 000 francs. La commune donne son avis favorable, mais précise qu'elle n'a pas les moyens de financer ce projet. D'autant plus qu'il lui est demandé de racheter une fraction du péage du pont de Bordeaux. Tout ceci explique la progression régulière des dépenses concernant les chemins entre 1848 et 1870. Rappelons que la fiscalité sur les chemins est imposée par la puissance publique par l'intermédiaire du préfet.
Dans cette progression des dépenses liées au chemin, il y a la création d'un poste de cantonnier longtemps repoussé. Ce n'est qu'en 1842 que cette idée apparaît, concrétisée en 1846 en recrutant un garde champêtre cantonnier avec un salaire de 500 francs, financé dans un premier temps par les propriétaires les plus imposés. Les ressources affectées aux chemins vicinaux viennent des prestations, journées de travail, dues par les habitants. La loi de 1836 les avait portées à 3 journées, réparties en hommes et en moyens selon les possibilités. S'y ajoutent des centimes additionnels votés par le département et les communes. Il était possible de remplacer ces journées par un paiement en argent, et c'est de cette possibilité que s'empare la famille Balguerie, qui conteste la charge imposée. Ces prestations étaient toujours en vigueur au début du XXe siècle. Comme le montrent 2 rôles de prestations datant de 1881. Pour faire face aux dépenses, les élus s'orientent vers la vente de chemins. Celles-ci ont été plus fréquentes sous le Second Empire. À cela 2 raisons, réduire la charge et satisfaire les propriétaires. Aux chemins privés s'ajoutent donc des chemins privatisés, représentés non exhaustivement sur cette carte. Plusieurs domaines avaient une entrée majestueuse sur la route de Branne, visible encore aujourd'hui. La plus monumentale est celle de Lizaine, conçue à la veille de la Révolution. Le bilan de ces ventes de chemins est tenté en 1880. 12 chemins, le plus souvent une partie de chemin, ont été cédés pour un total de 240 francs. La commune de Tresse demande un prêt de 10 000 francs auprès de la Caisse des chemins vicinaux. Dans la deuxième partie du XIXe siècle, les voies se hiérarchisent et le département met en exergue des axes conduisant vers des ports de la Dordogne. Aux routes nationales de Branne et de Libourne s'ajoute celle de Labastide à Génissac et aussi celle de Carignan à Caverne. Pour cette dernière, le chemin prolongeant celui de Font-de-Rôde vers Carignan est profondément transformé, suite à des redressements qui lui donnent son profil actuel. Et cela était nécessaire, car les chemins dans cette zone étaient en très mauvais état et très complexes dans leur tracé, notamment à la jonction avec les anciens chemins du Moulin et de Candy. C'est également dans cette seconde partie du XIXe siècle qu'émerge la qualité de chemins d'exploitation industrielle, c'est-à-dire aptes par leur profil ou la qualité de leur chaussée à supporter des mouvements de pondéreux. En 1914, la cartographie du réseau viaire à Tresse fixe presque définitivement les hiérarchies. 2 routes nationales, 3 voies d'intérêt commun, dont 2 sont transversales, des chemins vicinaux en nombre réduit. Parmi les chemins vicinaux, 2 ont été déclassés, celui de l'ancienne cure et celui de la Pierre. En ce qui concerne ce dernier, cela a pris du temps, car le propriétaire de Lizaine voulait conserver ce chemin en état, d'où une procédure de déclassement momentanément abandonnée. Une étude de l'agent Voyer qui démontre que l'amélioration de ce chemin exige des capacités financières que la commune ne possède pas. Pour étayer son analyse, il livre une profusion de planches coloriées. Les unes affichent le tracé du chemin La Pierre, les autres proposent des coupes avec la nature des travaux, creusements et remblaiements. De 1873 à la Première Guerre mondiale,
Les dépenses pour les chemins se maintiennent autour de 40%, mais avec de grandes variations selon les années. Cela tient à deux énormes investissements engagés par les édiles. Dans les toutes dernières années du XIXe siècle, le conseil municipal donne un avis favorable à la construction de deux lignes de tramway qui empruntent la route de Branne et celle de Libourne. Il réclame aussi la construction d'un pont au-dessus de la voie ferrée à la Benoge. Réalisée en premier, la ligne de Camarsac utilise la traction à vapeur. Le train est composé de voitures de voyageurs et de wagons pour les marchandises, notamment le transport des pierres depuis Camarsac. La ligne sera électrifiée après la Première Guerre mondiale, alors que le tramway de la route de Libourne est électrifié dès l'origine et atteint le pont de pierre. La commune de Tresse se satisfait des conditions de circulation vers Bordeaux et oppose régulièrement une fin de non-recevoir à la commune de Pompignac qui voudrait améliorer le chemin des bons enfants. Les édiles tressois, peu concernés par cet axe de circulation, rechignent à financer les travaux. Il en résulte que cette voirie conserve aujourd'hui son tracé et son profil ancien, ce qui est particulièrement visible vers l'Auduc, où la route actuelle zigzague au gré des limites communales entre Tresse et Pompignac. Il en est de même à hauteur du hameau de Fabre. Au-delà, la voie est sinueuse et étroite en direction de Fargues. Devant la mairie, il faut franchir à gué un bras de la Rouille, solution peu adaptée à une circulation moderne. Les édiles se contentent d'un aqueduc qui s'effondre en 1924 pour la troisième fois. L'entreprise Michelin offre des plaques, mais pas les poteaux. En 1911, le ministère de la Guerre recense les véhicules susceptibles d'être réquisitionnés en cas de guerre. Aucune voiture n'est mentionnée. Profitons-en pour observer que c'est seulement en 1874 que le conseil municipal se préoccupe de la largeur des jantes des charrettes, alors qu'il y a bien longtemps que l'on sait que leur étroitesse est la cause principale de la dégradation des chaussées. Il faut attendre un recensement de 1921 pour apprendre que deux propriétaires de Tresse possèdent un véhicule à essence, le maire William Taylor et Joseph Ferrade, industriel à Bordeaux. En 1929, l'équipement motorisé des Tressois s'est considérablement étoffé. Plus nombreuses, les camionnettes servant au transport de la production locale, mais aussi à tous ceux qui font du ramassage auprès des exploitants avant de livrer à Bordeaux. Notons qu'il y a aussi 9 véhicules de tourisme, 2 tracteurs au domaine de Sénaillac et de Lizaine. Les petits exploitants continuent cependant de livrer au marché des Capucins ou des grands hommes en utilisant leur attelage. Par deux fois, le conseil municipal s'élève contre l'interdiction de circulation dans la côte de Montrepos, considérant que ces épreuves sont dangereuses et constituent un frein aux échanges commerciaux. Entre 1914 et 1945, les dépenses en faveur des chemins demeurent fluctuantes, mais toujours dans une moyenne de 40%. La grande affaire pendant l'entre-deux-guerres est l'électrification de la commune. Le budget est également marqué par un effondrement de la valeur du franc. Le salaire du cantonnier de la commune fournit un bon indicateur du niveau de l'inflation puisqu'il doit être constamment réactualisé. Le conseil municipal se heurte à deux difficultés. D'une part, il est de plus en plus difficile, en raison de la volatilité des prix, de trouver des entrepreneurs. D'autre part, les communes concernées par les chemins d'intérêt commun rechignent à augmenter leurs investissements. Tresse est doublement pénalisée parce que la route de Mélac, totalement à sa charge, est de plus en plus utilisée. Le conseil municipal décide en 1934 de réparer et goudronner le chemin dit de Mélac.
L'état de plusieurs chemins de la commune est médiocre si l'on en juge par l'ouverture d'un chantier rural en 1941. Toutefois, dès les années 1950, un vaste programme de goudronnage permet de disposer des routes utilisables par tous les types de véhicules, tout en conservant leurs caractéristiques, étroitesse, fossés sur les côtés et végétation abondante. L'urbanisation progressive, à compter des années 1970, transforme certaines routes en rues dotées de trottoirs. C'est le cas de toutes les artères qui conduisent vers le centre-bourg, comme récemment le chemin du Moulin. Quant à l'avenue des Écoles, elle a bénéficié de plusieurs transformations. Et on mesure, par rapport à des photos anciennes, les changements intervenus. Au total, le réseau viaire de Tresse correspond de plus en plus à des rues, principalement dans la moitié ouest de la commune, celle qui est la plus urbanisée. Ce réseau viaire est de plus en plus dépendant de la rocade qui ceinture l'agglomération bordelaise. La route de Branne a bénéficié, au milieu des années 90, d'une mise à 2 fois 2 voies, constituant ainsi un axe majeur, ponctué de ronds-points, devenant au fil des ans une véritable entrée de ville. Ce lien avec l'agglomération de Bordeaux se traduit par des flux de plus en plus intenses, surtout le matin et le soir, quand les grands axes sont saturés. Au poteau d'Ivrac arrivent les flux de véhicules en provenance de l'A10 par Saint-Loubès ou Sainte-Eulalie, ainsi que ceux de la N89 qui disposent de 2 sorties pour gagner l'ancienne route de Libourne. Si quelques voitures passent par l'Auduc, la majorité emprunte l'avenue Sénaillac jusqu'à l'avenue des Trois-Lieux. À ce rond-point, le flot de véhicules se grossit des apports en provenance de Pompignac. À ce stade, une petite partie du flux se dirige vers Artigues. La majeure partie continue sur l'avenue du Desclos et se partage entre la poursuite sur cette voie vers le rond-point de la Belle-Étoile ou le choix de gagner l'avenue de Mélac pour retrouver la D936, puis la rocade. Cette description vaut bien entendu dans les deux sens. Alors que Tresse est de plus en plus intégrée dans les flux de circulation d'une métropole, la commune offre encore aux amoureux de la marche et de la nature des chemins ruraux qui ont gardé leurs caractéristiques d'antan. Jamais nos édiles, qui avaient souhaité les vendre, n'auraient imaginé qu'ils retrouvent une autre vocation.